pluies diluviennes qui ont frappé cette ville, comme Donna vient de dire, et rappeler ces deuxième ville d'Égypte qui abrite beaucoup de monuments et d'antiquités tout au long, qui datent de tout au long de l'histoire égyptienne. Là, est-ce qu'il y a eu des dégâts parmi les antiquités à Alexandrie et quels sont les efforts menés par le gouvernement égyptien ou bien par les responsables des antiquités pour sauver les antiquités en général dans cette ville? Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Nevin Mourtal. Vous êtes guide égyptologue. Bonjour. 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 Donc, lorsqu'on parle de dégâts, pourquoi justement on évoque les dégâts? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a 2 semaines, un peu plus de 10 jours peut-être, Alexandrie et pas mal de villes du Nord ont été en fait le théâtre de pluies diluviennes, donc beaucoup de dégâts sur plusieurs niveaux. On parle de l'infrastructure, on parle de pas mal, mais on n'a pas parlé d'antiquité. Là, il faut préciser ça. Est-ce que vous avez une idée quant à des dégâts par rapport aux antiquités? Parce qu'au niveau de la presse, on n'a rien entendu, si je ne me trompe pas. Parmi mes connaissances personnelles, j'ai su qu'il y avait quelques problèmes qui ont eu lieu dans la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie. Là, ça ne touche pas tellement les anciens monuments et les catacombes d'Alexandrie. Par contre, je n'ai pas entendu d'un grand pas qui a été pris là-dessus. D'accord. Ceci dit qu'il y a quelques jours, il y avait quand même une participation, je pense, de la part de l'UNESCO pour venir faire un certain sauvetage à Alexandrie, après la demande des moines dans le monastère de Wadi Natroun afin de venir les sauver. Par contre, au Wadi Natroun, il y a eu des problèmes au Wadi Natroun, justement. Exactement, là, il y a eu beaucoup de problèmes. Et jusqu'à présent, l'UNESCO, ils n'ont pas fait quelque chose d'officiel qui dit, voilà, on va participer. Il y avait les demandes, mais pas la participation faite officiellement. Qu'est-ce qui s'est passé à Wadi Natroun? On sait très bien que c'est le gouvernorat d'El Bahira, où il y a eu des pluies incroyables, inédites pour cette région. Il y a eu des dégâts. Des villages détruits. Des villages entièrement détruits. Et il y a eu déjà aussi, là-bas, il y a 3 monastères qui sont assez célèbres. Celui d'Al-Amba Bishoui, il y a un autre qui s'appelle le Souriali. Et en fait, là, apparemment, les parties monumentales ont été touchées et il y a eu des grands dégâts. Mais par contre, on n'a pas eu vraiment une grande, on va dire, explication détaillée de ce qui s'est passé à l'intérieur. À part les demandes des moines, là, on n'a pas vraiment eu beaucoup d'infos. Très bien. Puisqu'on n'a pas assez d'informations sur cette question, alors il faut parler plutôt d'Alexandrie. Les monuments d'Alexandrie. Qu'est-ce que Alexandrie abrite comme monuments? Les plus importants, donc on peut parler de quelle époque? Si on peut dire, on sait qu'à partir de l'époque pharaonique, passant par les Ptolémaïques, si je ne me trompe pas, romaines et tout cela, je ne sais pas. Vous pouvez nous parler un peu plus. Et là aussi, il faut rappeler que les antiquités d'Alexandrie sont à Alexandrie et dans la mer d'Alexandrie aussi. Que l'histoire de la région, ça vous fait mal au cœur. Parce que c'est une ville qui a rayonné vraiment sur tout l'ancien monde de l'Antiquité. Ça veut dire, si on dit que l'Égypte, c'est le don du Nil, on dit que Alexandrie, c'est la mariée de la Méditerranée. Donc, quelque part, elle a eu sa gloire justement à l'époque grecque. Ça, c'est vrai, ce que vous avez dit. Le début des connexions avec les Grecs était déjà à l'époque de Ramsès III. Ramsès III, il était le premier à faire une guerre contre les peuples de mer. Il a vaincu la guerre même. Mais après ça, ils ont commencé à apparaître comme des formes de marchands, parfois des mercenaires. Et ils étaient des bons commerçants, les Grecs. Alors ils savaient faire des bonnes relations. Et du coup, il y avait un ennemi qui était déjà commun entre les Égyptiens et les Grecs, qui étaient les Perses. Alors, soit un roi qui s'appelle Apsimatique, ça c'est un des rois de 26e dynastie, ils ont aidé déjà les Égyptiens, autant que mercenaires, à chasser la première vague d'invasion des Perses. Et c'est comme ça qu'ils étaient bien appréciés. Et pour les récompenser, déjà,
sématique, il leur a permis déjà de vivre en Égypte et carrément de faire des villes grecques. Et parmi ces villes, il y avait une ville qui était déjà au nord, qui s'appelait la ville de Nocratis. Le temps va passer, et donc jusqu'au-là, les Grecs, ils étaient que des peuples de mer. Alors Philippe le Macédonien, il va unifier ces peuples de mer, et ça sera le début de la grecque. Et donc, il va commencer à faire la guerre contre les Perses. Une vraie guerre. En fait, les Égyptiens haïssaient tellement les Perses parce qu'ils n'ont pas respecté ni la civilisation, ni la religion, ni rien. Et donc, quand la Grecque sera unie, il va avoir l'intention de faire la guerre contre les Perses. Le temps ne l'a pas permis parce que malheureusement, il était décédé. Et ça sera son fils, Alexandre le Grand, qui va donc avoir l'initiative de le faire. Les Égyptiens, ils ont demandé à Alexandre le Grand de venir les aider, en fait. Et c'était en 333, quand il a eu sa première guerre contre les Perses. Et il a vaincu. Et il avait un choix après. Soit de les poursuivre jusqu'à leur capitale, et là, il allait les terminer, sauf qu'il y aura un petit problème, c'est qu'il y avait les ports dans la Méditerranée qui étaient déjà des ports perses du côté est, donc qui pouvaient être une attaque qui viendra en arrière plus tard, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il va décider de s'emparer de tous les ports de Méditerranée avant de le suivre en Perse. Et c'était ça. Mais les Perses ne sont pas l'Iran aujourd'hui? Actuellement, c'est l'Iran. Alors, comment... Mais c'était tout un empire à l'époque. Quelle est oui, voilà, empire, mais qui arrive jusqu'à la Méditerranée, vous voulez dire. Ils dire. jusqu'à la Méditerranée, oui. Ils étaient déjà venus en Égypte, ils ont occupé l'Égypte, et les Égyptiens, ils ne les ont pas tellement appréciés, on va dire, autant qu'envahisseurs. Là, les Grecs sont allés même jusqu'à la France, qui n'était pas la France, jusqu'au pays de Gaulle, si je ne me trompe pas, au nord. Ils étaient ici et là, et c'était plus ou moins la confrontation de ce côté. Et de l'autre. C'était deux empires C'est face à face. Oui, oui. Et donc, Alexandre le Grand, en passant donc dans la zone de Nocratis, il a vu qu'il y avait une ville qui avait l'air intéressante sur la Méditerranée. C'est la ville justement de Nocratis. D'un côté, il y avait la mer, les lacs Mariotis qui étaient au sud, qui pouvaient déjà le sauver. Du nord, Mariotis, ce sont les lacs qu'on a aujourd'hui à Alexandrie. Exactement. Mariotte. Ah, d'accord. Exactement. Et donc, il y avait de l'autre côté déjà une petite île qui s'appelait l'île de Pharos. Alors, l'emplacement de la ville était vraiment marrant pour lui. Et il a pensé qu'au cas où il va faire une liaison entre cette île de Pharos avec la ville de Nocratis, il va pouvoir créer deux grands ports. Donc, il va faire ce qu'on appelle un heptastadium qui va relier entre cette île de Pharos et la ville de Nocratis. Et il va demander à un de ses ingénieurs donc, de faire la ville sous le plan grec, ce qu'on appelle hippodamien. D'ailleurs, c'était sous forme d'un échiquier. Alors, il y aura déjà deux rues principales, l'une perpendiculaire sur l'autre, et des rues parallèles à chacune. En plus, il avait remarqué quelque chose, c'est qu'il y avait déjà une rivière qui passait vers le côté canopique du Nil. Alors, il va la lier à cette rivière, comme ça, il va avoir de l'eau douce pour la ville. Et donc, il va continuer son voyage jusqu'à une région qui s'appelle Siwa, où il sera déjà couronné là-bas. En fait, il était bien accepté par les Égyptiens. Il faut dire aussi que lui, il n'a pas fait la guerre à Alexandrie. Quand il était venu, déjà, les Perses, ils ont justement cédé la ville. Ils ont tout laissé, comme ça, ils sont partis. Et donc, il va continuer son voyage. Et la ville aura vraiment son gloire, donc, après, sous son successeur. Il faut dire qu'Alexandre le Grand, en tant qu'une personnalité, c'était très spécial. On dit qu'il était mort à 33 ans, et si cet homme avait vécu 10 ans de plus, il pouvait changer carrément le plan de la terre. Parce qu'il ordonnait déjà ses généraux et ses soldats de se marier avec les gens des peuples qu'il va envahir. Comme ça, il n'y aura pas de race. Alors carrément, tous les peuples seront homogènes. Ptolémée Ier, il va donc prendre la flamme, et c'est là où Alexandrie va avoir sa gloire. En fait, après la mort d'Alexandre le Grand, son empire a été dissocié en trois, et
c'est vrai, il y avait déjà un accord non signé entre tout le monde, mais il y avait aussi de la compétition. Ça veut dire que là, il y avait déjà à prouver que cette ville est une grande ville au niveau militaire, politique et économique. Alors, il y aura le grand port d'Alexandrie, le petit port qu'on appelle le port de Bon Retour. Et il y aura également donc un phare qui sera fait sur cette île de Pharos. Alors, ce phare-là était une sorte de guide pour tous les bateaux de la Méditerranée avant pour les guider déjà comment de passer vers la ville, quoi. Un des chefs-d'œuvre d'Alexandrie, même une des 7 merveilles du monde anciennes, qui malheureusement n'a pas survécu dû à un tremblement de terre qui a eu lieu durant le Xe siècle après Jésus. Après ce tremblement de terre, qu'est-ce qui a résidé en tant qu'antiquité à Alexandrie? Vous avez commencé par dire qu'il y a des antiquités sur terre et d'autres sous-marines. Parlez-nous de ces antiquités. Les antiquités les plus importantes. Alors, vous avez à Alexandrie plusieurs antiquités, bien sûr. Donc, Ce qui nous reste de l'époque grecque, on ne Voilà. partir pas là. de l'époque grecque, il nous reste, par exemple, vous avez l'ancien quartier grec, parce que la ville était, comme elle était divisée sous forme d'échiquier, comme on l'a dit, il y avait des quartiers. Alors, il y avait 5 quartiers pratiquement, donc le quartier alpha, bêta, gamma, delta et epsilon. En fait, le premier quartier, c'était le quartier royal. Alors, dans ce quartier royal, il y avait ce qu'on appelle le muséum, le gymnasium. Donc, là où on apprenait déjà, c'était la grande université de l'époque. Il y avait également le stade, parce qu'il y avait tous les Jeux olympiques qui étaient connus. Et certainement Les un concours. temple à l'instar de toutes les villes grecques. Est-ce que le temple persiste? Ce qui reste, c'est encore une colonne qu'on appelle la colonne de Pompée. Mais à part ça, il n'en reste pas grand-chose. Il en reste aussi la bibliothèque fille. Donc, les citernes qui étaient là, qui étaient nourries par déjà le petit canal ou bien la petite rivière provenant du côté canopique du Nil, donc qui alimentait toute la ville pratiquement avec de l'eau. Il y avait également ce qui L'eau va du Nil rester... arrivait jusqu'à Alexandrie alors. Exactement, oui. Oui. Et d'ailleurs, c'est pas jusqu'à Alexandrie. Il y avait la rivière et après ça, des sortes de canaux qui nourrissaient les Oui, citernes. ça. Et les citernes, ça nourrissait Alexandrie, bien sûr. Vous savez, il faut savoir que parmi aussi, je reviens un peu sur la ville à l'époque, ou bien la vie dans la ville, il y avait une nationalité alexandrine. Carrément, c'était pas n'importe quel qui va l'avoir. Et d'ailleurs même, elle n'était pas héritée, elle était méritée. Ça veut dire, arrivant à un certain âge, il fallait faire partie déjà de Muséon et de compléter ses études, faire partie du maison de jeunesse de l'époque, être sportif, afin d'acquérir cette nationalité. À l'époque romaine, ça va changer un peu. Parfois, ça sera donné, parce qu'il y avait déjà la nationalité romaine et la nationalité alexandrine. On peut s'en souvenir, par exemple, de quelqu'un comme Harpocrate, qui était un grand médecin à l'époque, qui a pu soigner un cas assez dur pour un Romain de noblesse. Et donc, celui-là, il va lui demander la nationalité romaine. Et carrément, l'empereur romain, il va dire, mais avant tout, il faudra qu'il prenne la nationalité alexandrine avant de prendre la nationalité romaine. Alors, c'était déjà une façon de faire, quoi. Alors, de l'époque romaine, ce qui nous reste, c'est les catacombes. Alors, les catacombes, déjà, c'était une série de plusieurs tombes qui étaient données, mais au départ, c'était déjà une tombe pour le préfet de la ville. Parce que les choses ont changé. Alors, de l'époque grecque à l'époque romaine, il faut savoir que c'est devenu d'un centre de royauté, carrément, c'est devenu simplement une simple préfecture, donc, qui était déjà, qui faisait partie de l'Empire. Qui dépendait de l'Empire romain. Et le changement a eu lieu, bien sûr, après Cléopâtre la 7e. D'accord. Si on parle d'autres antiquités, c'est-à-dire on a les catacombes, on a... La citadelle, non? La citadelle, là, par contre, c'est arabe. Donc, ça date du 15e siècle et ça se trouve à l'emplacement du phare d'Alexandrie.
Donc, vrai. exactement, oui. Et donc là, c'était pour la défense de la ville contre n'importe quelle attaque qui vient de la mer. D'ailleurs, les Arabes, à leur arrivée, eux, ils ont préféré changer de ville. Pourquoi? De capitale. Parce que Alexandrie a été choisie par les Grecs. Les Grecs étaient des peuples de mer. Alors, pour avoir une simple communication avec l'extérieur, avec leur pays d'origine, pour pouvoir faire la guerre là-bas, mais par contre, au cas où on en a besoin. Et ensuite aussi, c'était, vous savez, c'était pour acquérir le maximum possible de communication. Et c'est pour ça que c'était une des plus grandes raisons pour laquelle la bibliothèque d'Alexandrie à l'époque avait un grand rayonnement. Vous savez, déjà, on avait plus de 700 000 manuscrits qui étaient à l'intérieur. N'importe quel il nous bateau. reste quelque chose de ces manuscrits, Quelques-unes qui se trouvent toujours dans la bibliothèque, Quelques-unes. la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie, mais sinon pas grand-chose parce que la ville a été incendiée. Parmi ça, c'était aussi la bibliothèque. Alors, c'est pour pouvoir avoir le maximum possible de ces décrets. Déjà, n'importe quel bateau qui passait, il prenait à l'intérieur les livres pour faire une copie. Alors, il faut savoir qu'on avait plus de 100 penseurs à l'intérieur de la ville. Vous savez, tout ce qu'on entend parler, Archimède était à Alexandrie. Héron, celui qui a fait la machine à mue, il était à Alexandrie, à mue avec la vapeur. Euclide, il était à Alexandrie. Donc, tout ça, dans tous les domaines, pratiquement. D'accord. Si on parle d'aujourd'hui, Achraf a parlé de la citadelle, si je ne me trompe pas, est construite sur un niveau un peu supérieur par rapport au niveau de la mer. Est-ce que ça fait partie des monuments ou des sites menacés, par exemple, qu'est-ce qui est menacé des monuments d'Alexandrie? Pour moi, je peux dire que c'est surtout les catacombes. Tout ce qui Se trouvent où, les catacombes? Les catacombes et la nouvelle bibliothèque. Parce que là, il y a des parties qui sont carrément un peu bas de niveau. Et vous avez aussi l'ancien théâtre d'Alexandrie, l'ancienne ville et tout ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas actuellement, malheureusement, on n'a pas gardé le système d'évacuation qui était fait par le Khedive Ismaïl. Parce que le Khedive Ismaïl, quand il était là, lui, il a fait toutes les canalisations pour les égouts. Il a fait également un système à part pour les canalisations d'eau de pluie. Comme ça, vous pouvez déjà les utiliser, soit pour irrigation, soit même pour boire. Donc, on ne peut pas mélanger déjà les égouts avec l'eau de la pluie normale, parce que là, c'est de l'eau qui est utilisable, quoi. À part ça aussi, toutes les communications avec les rails de chemin de fer et tout ça, c'était à l'époque moderne. Disons qu'Alexandrie, comme elle a rayonné à l'époque ancienne, grecque, romain et autres, durant le 19e et le 20e siècle, c'était vraiment un grand port, également un grand emplacement pour la gloire égyptienne dans toute la Méditerranée. C'était une ville vraiment cosmopolite, homogène. Vous allez trouver des communautés de tout pays, c'est-à-dire les Français, les Anglais, les Italiens, les Grecs. Et vous savez que même il y avait des Grecs qui essayaient de venir durant le début du XXe siècle pour travailler à Alexandrie. Et ils venaient déjà en passant la mer, sans passeport, sans rien. Et soit ils sont acceptés, soit ils sont rejetés chez eux. C'est-à-dire que les choses étaient, disons, inversées. Quoi. La bibliothèque d'Alexandrie, là. On a entendu que c'est possible, ou vous venez de dire, si je ne me trompe pas, que c'est possible qu'il y a eu quelques dégâts dans je ne peux cette... pas le confirmer, mais ce que je vois d'après ma connaissance pour la bibliothèque, c'est qu'il y a des parties qui sont souterraines. Alors, du coup, avec tous les eaux qui ont eu lieu, qui ont envahi la corniche, il se peut qu'il y ait des dégâts à l'intérieur. Là, l'UNESCO est là, en Égypte actuellement qu'est-ce que cette organisation Jusqu'à présent, fait? il n'y a pas eu de déclaration officielle. Alors là, on ne peut pas dire que voilà, il y a eu un marche qui a été faite ou pas, mais à mon avis, ils ne vont pas tarder. Parce que là, c'est quand même, la nouvelle bibliothèque elle-même, c'est un vrai beau monument actuel, je peux vous dire, un chef-d'œuvre pour le monde entier. C'est-à-dire que même dans ces symboles, quand vous regardez partie par partie, ça touche les cœurs.
Le pont qui relie avec déjà l'université, ça veut dire que la connaissance, elle commence par là, elle termine vers la Méditerranée, donc elle n'a pas de fin. Le fait d'avoir la forme de la bibliothèque même, qui ressemble à une sorte de soleil qui sort dans une sorte de lac. Donc c'est le soleil qui se lève sur la Méditerranée, qui rayonne. Déjà les parties internes, les techniques de le faire, le contenu, le fait de le marquer. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué ça ou pas, à l'extérieur, il y a des écritures de toutes les langues du monde qui sont mises là. La technique de faire à l'intérieur, le fait de faire des emplacements pour absorber le son, le plafond qui est un vrai chef-d'œuvre sous forme de cils, donc qui va se lever, se fermer selon la lumière pour ajuster la luminosité pour les lecteurs. Alors, excellent. Alors une très bonne occasion pour inviter tout le monde à aller visiter la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà. Et la ville d'Alexandrie. La ville d'Alexandrie, parce qu'à part, et justement, parallèlement au monument, à tout ce qui est historique, il y a aussi simplement les maisons, les immeubles et les bâtiments d'Alexandrie qui dataient de dizaines d'années, voire peut-être des centaines, qui persistent encore. Et donc là, c'est une vraie perte, que ce soit par démolition ou par s'ils sont abîmés, quoi que ce soit, ou menacés. Bon, on vous remercie. Merci bien. À toi. Nevi Mortal, vous êtes guide égyptienne, je rappelle, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et je te remercie beaucoup, Donna. Et c'est tout pour notre émission de Bonjour l'Égypte. À tout à l'heure.